Il y a dans notre vie des moments qu'on n'oublie jamais. C'était en 1975, un an après la révolution des œillets. Moi, je n'avais que 26 ans. J'étais même le plus jeune député de la délégation de l'Assemblée constituante portugaise, invité à expliquer ici, à l'Assemblée parlementaire du Conseil d'Europe, ce qui se passait au Portugal. Une constitution votée au milieu d'une révolution. Je me rappelle de cette séance, comme si elle se passait aujourd'hui. On voulait tout savoir, tout comprendre, tout déchiffrer. Et c'était très difficile d'expliquer une révolution en cours et de détailler le contenu d'une constitution en train d'être débattue et écrite. Mais on savait très bien ce qu'on voulait. Une démocratie politique, économique, sociale et culturelle pour le Portugal. 44 ans plus tard, le jeune député de 1975 est devenu aujourd'hui le président de la République, élu au suffrage universel d'un État démocratique et social de droit. Avec la Constitution et l'adhésion au Conseil d'Europe, les deux votés en 1976, les négociations concernant l'entrée dans les communautés européennes conclues en 1985, la communauté des pays de langue portugaise créée en 1996, le rêve de jeunesse s'était accompli. En plus, le secrétaire général des Nations Unies, le président de l'Eurogroupe, le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations sont des Portugais. Le Portugal vit aujourd'hui en démocratie, a surmonté des crises budgétaires et économiques, dont la plus grave entre 2010 et 2014. A eu en 2018 un surplus primaire, un déficit budgétaire nominal de 0,5%, une croissance qui dépasse la moyenne de la zone euro, un taux de chômage de 6,8% est en train de réduire une lourde dette publique. Mais surtout, avec le souci de chercher une renforcée qualité démocratique et transparence dans la vie politique, parce que la démocratie est une conquête de chaque jour, elle n'est jamais acquise. Elle doit être conquise jour après jour. Sa politique externe est basée sur des alliances historiques. Pays lusophones, Union européenne, Alliance atlantique, Organisation ibéro-américaine, mais se complète par l'appartenance au Conseil d'Europe, aux Nations unies et à d'autres organisations multilatérales, adoptant une position très claire de défense du droit international, des droits humains, de l'état de droit, du multilatéralisme, du rôle des organisations internationales, de la libre circulation des personnes et du libre commerce international, du dialogue pour la résolution pacifique des conflits, de la compréhension que le monde a changé et change à une vitesse étourdissante. Mais toujours sauvegardant la primauté des droits humains. Et quel honneur, celui de pouvoir le témoigner ici même, dans cette maison des droits humains, qui évoque en 2020 le 70e anniversaire de la Convention qui les a proclamés, qui est l'institution leader dans le domaine des droits humains, de la démocratie et de l'état de droit, qui poursuit sa lutte contre la peine de mort, accompagne de très près l'évolution constitutionnelle des États membres, élargit les droits humains au domaine des droits sociaux, au pouvoir local, au dialogue nord-sud, à tous les grands sujets des sociétés modernes et postmodernes, entre autres l'égalité de genre, la lutte contre la violence et le harcèlement, les politiques de non-discrimination,
les enfants et les droits de l'enfant, la jeunesse, l'éducation pour la citoyenneté, la toxidépendance, les itinéraires culturels, qui s'est affirmé depuis toujours comme référence singulière d'application des droits humains dans les arrêts de la Cour européenne des droits humains, dans les recommandations parlementaires, dans les décisions du Conseil, dans la mission de surveillance et pédagogie de la commissaire pour les droits humains, dans la persistante activité des dialogues européens et universels, dont le Centre Nord-Sud, célébrant son 30e anniversaire, la Commission de Venise et le Gréco, tous les deux fêtant leur 20e anniversaire, sont des exemples remarquables. Le Centre Nord-Sud, qui siège à Lisbonne, pionnier dans l'ouverture à des réalités que trop d'États européens n'ont découvert qu'avec les récentes migrations. La Commission de Venise, veillant à ce que l'on n'oublie pas l'essentiel de la contribution culturelle et civique européenne. Le Gréco, insistant, bien, sur l'importance de la transparence dans la vie publique à travers le combat contre la corruption. Le Portugal vous doit une inspiration permanente depuis 1976, inspiration sur laquelle s'est largement basé notre consensus démocratique. Un consensus démocratique qui exige un permanent engagement, une permanente exigence des institutions et des citoyens. Madam President, ladies and gentlemen, in 1975, when I first had the honor of sitting in this hemicycle, the world was still suffering the Cold War between the United States of America and the USSR. And Europe was one of the stages of bipolar world conflicts. The European communities were digesting British accession and debating whether to deepen integration or to enlarge, including new members, some of them former dictatorships, like Portugal, Spain, or Greece. One of the main subjects of prospective discussions was if and when Comecon and Warsaw Pact would implode and many more countries coming from Eastern Europe would join the list of European democracies. The 80s started giving an answer to that question. At the end of the decade, bipolarism was replaced for a short while by what was considered to be absolute monopolarism in the world. And Europe saw the beginning of a substantial change in many political, economic, and social regimes in Eastern Europe. This intense evolution, also lived in the 90s, was soon to be followed by successive demands of accession to the European Union and by the conversion of world's absolute monopolarism, in which some people believed USA could become the police of the universe, into an imperfect or conditional monopolarism, where the United States of America needed allies and depended upon them to intervene in areas they scarcely knew and understood, like Africa and Asia. The new century was even more challenging. After having known a period of apparent low profile, Russia Federation, not accepting to become a mere regional power, reaffirmed its diplomatic and political space of maneuver in Near and Middle East, Northern Africa, Mediterranean, and even Central Africa. And of course, always being very attentive to Eastern Europe. China went on preparing and implementing with patience and with economic and financial presence everywhere the conversion into a world power, while waiting also for the outcome of a multi-secular fight for world's future economic center.
whether in the West, as it had happened after the Industrial Revolution, or in the Asias, China, India, Japan, Korea, as it used to be until the Industrial Revolution. The world, little by little, became aware of a certain unavoidable multipolarism, and that coincided with the sudden apparent new trend in the most important global actor. The USA seemed to change some of its foreign guidelines, opting, at least tactically, for more unilateralism, protectionism, trade tensions, not only with an economically expansionist China, but also with classic allies like Canada, India, or the European Union, undermining the role of international organizations whenever they could mean less power of intervention. Europe sometimes looked as a casualty in this new scenario, squeezed by internal and external strategies, both from the East and the West. But not only that, too many European party systems revealed signs of crisis. The traditional center-right and center-left parties, which had been the basis of support of the European Union, took too long to adjust to different social needs and requests. These needs and requests were stemming from the economic crisis. The recepts used to fight them, like inorganic movements, digital participation, but also populistic leaderships, were very similar to those coming from the other side of the Atlantic. Ecological appeals, very much deepened by climate change worries, joined faster with women empowerment, fight against old and new inequalities, and different worries concerning social effects of scientific and technological disruptions like the digital revolution. If we add to this setting both European cleavages concerning neighboring regions, migrations and refugees, Brexit, and the redesigning in some European countries, adopting constitutional or legal reforms, questioning some of the traditional patterns of representative democracies, we will easily understand the debate that has been going on about Europe and its values. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, il n'y a, à mon avis, que trois chemins pour que l'Europe, toute l'Europe, et pas seulement l'Union européenne, puisse faire face à ces lourds et décisifs défis. Le premier que je refuse est celui de renoncer aux valeurs, d'accepter que la démocratie, l'état de droit, les droits humains sont des valeurs d'autrefois, par nature dépassées par le temps et les dynamiques sociales, par la révolution digitale, par les médias, par le contact direct entre peuples et gouvernants, par la vitesse des événements, par le leadership sans débat, unilatéral, tweeté, par le simplisme du discours, par l'appel de l'émotion, par la mort de la raison. Ce chemin part du principe selon lequel cette phase est irréversible et qu'une grande partie du légat démocratique est irrécupérable pour toujours. Je ne partage pas cette vision, et du temps, et du monde, et de l'Europe. Ce temps n'est pas le dernier. Il n'y a pas de fin de l'histoire, ni marxiste, ni libérale, ni aucune autre, sauf pour certains croyants, même pour ceux-ci les plus religieux, ce n'est pas sûr que cette fin ne soit que dans un autre monde. Et surtout, pour moi, les valeurs s'affirment par elles-mêmes, ont le poids de leur contenu, attaché à la dignité des personnes. Et les droits humains valent en eux-mêmes.
Et la démocratie vaut en tant que contenu absolu, mais aussi en tant que procédure la plus juste pour faire valoir ce contenu. La procédure elle-même est inséparable dans l'essentiel du contenu des droits. Un second chemin, opposé au premier, et que je ne partage non plus, est celui de la négation de la réalité. Puisque nous savons que les valeurs sont absolues, restons loin du monde. Ignorons ce monde et insistons sur des formules, des solutions, des applications concrètes, et le temps arrivera où on nous reconnaîtra toute la raison. Les principes nous suffisent, tout le reste passera. C'est une question de patienter et d'attendre. Ce chemin est presque aussi erroné que le premier. Qui vous le dit est depuis toujours un professeur de droit. Mépriser la réalité, c'est ne rien comprendre ni sur cette réalité, ni sur le droit, ni sur les valeurs. À quoi servent les valeurs si les structures, les méthodes, les conduites sont les pires pour les appliquer? Si l'exemple des responsables nous manque, si les institutions comme les personnes ne sont plus capables de représenter ces valeurs, de leur donner vie, de témoigner son contenu fondamental. Et à quoi servent les procédures qui ne soient pas indissociablement attachées au contenu des valeurs, mais bien au contraire cachent, écrasent, vident de sens les valeurs qui essaient de proclamer. Le chemin est celui de la conjugaison des valeurs vraiment cruciales avec une réforme des structures et des personnes avant qu'il ne soit trop tard. Il faut savoir décerner ce qui doit être préservé comme contenu intouchable et ce que l'on doit réformer avec vision d'avenir. Intouchables sont, à mon avis, la dignité des personnes, leurs droits et devoirs fondamentaux, l'état de droit, la séparation des pouvoirs, l'indépendance des tribunaux, la liberté et l'authenticité du vote des citoyens, le pluralisme de pensée et d'expression, de croyances, de religion, de choix philosophiques, politiques, social, économique, culturel, le respect des autres, la tolérance, la non-discrimination, l'interdiction des monopoles de vérité ou de patriotisme ou de domination d'une communauté, d'une région, d'un pays, d'un continent. Le reste est à repenser et réformer, si nécessaire, par les partis, les partenaires sociaux, les systèmes, mais surtout les personnes, les citoyens. Et dans cette réforme, le rôle du Conseil d'Europe est de plus en plus important, parce qu'il place les citoyens comme la priorité des priorités. Pas les États, pas les pouvoirs, pas ce qui change, mais les citoyens qui sont au cœur, avec leur dignité, au cœur de la raison d'être de cette institution. C'est pourquoi il paie attention au changement climatique, à l'accord de Paris, à l'agenda 2030, dans ce qui concerne les droits humains, au développement soutenable, qui a un rapport très proche avec les droits humains, à la protection des droits sociaux menacés par les nouveaux pouvoirs économiques et les nouvelles technologies, aux effets de l'intelligence artificielle, à l'action contre la cybercriminalité, au combat contre la corruption, mais aussi à la lutte contre le racisme et l'intolérance, contre toute forme de discrimination et violence contre les femmes, à la centralité de la liberté de presse et du pluralisme, à la situation des migrants et des réfugiés.
Votre récente recommandation Vie sauvée, droit protégé nous interpelle à nous tous contre une rhétorique croissante qui déshumanise l'Europe et contre l'inacceptable mise en cause de son héritage civilisationnel. La coopération entre États membres et les ONG, et surtout les pays tiers dont sont issus les migrants, soutenant leur développement, est le chemin à suivre pour combattre sans cesse les pratiques criminelles et les réseaux organisés, sans jamais sacrifier le principe des principes, la protection de la vie humaine. Il faut donc tout faire pour préserver la composition et approfondir l'héritage pan-européen du Conseil d'Europe et lui donner les moyens et les ressources indispensables à son irremplaçable mission. Madam President, ladies and gentlemen, we Portuguese, we believe in human dignity, in human rights, in democracy and in the rule of law, enshrined in the historic European Convention of Human Rights. We know that to make them win the souls and the minds of citizens and of societies, we have to understand reality and to change structures and behaviors. Count on us to achieve it. Count on Portugal to achieve it with conviction and courage. Conviction that is more than just faith or belief, and courage that is more than just boldness and determination. The same conviction and courage of 44 years ago, when I was sitting here as a young member of our constituency and when we were starting our journey to freedom and democracy. Thank you.